Nous avons soif de justice, certes, mais on ne voudrait pas une justice bâclée. Et c'est en ça que nous sommes en train de concilier à la fois notre besoin d'avoir dans les meilleurs délais une justice et le besoin de ne pas bâcler cette procédure en vue de déboucher sur un procès qui sera attaquable. 9 ans après les événements du 28 septembre, il y a eu du retard, c'est indéniable. Mais quand vous faites une course, ne voyez pas que ceux qui sont devant vous, retournez votre regard sur ceux qui sont derrière vous. Entre ce qui a été fait et ce qui reste à faire, certes ce qui reste à faire est plus important, mais beaucoup de choses ont été faites aussi. Je veux parler par exemple de la clôture du dossier, de l'inculpation de 14 personnes, de l'audition de beaucoup de témoins et de victimes. Et aujourd'hui, on est à la phase de la mise en place du comité de pilotage qui est déjà une mise en place effective. Le comité de pilotage existe. Il devrait normalement se réunir en octobre là pour essayer de discuter de la faisabilité du procès. Nous pouvons donc dire que si jusqu'à présent l'arrestation d'un Toumba Diakité, l'inculpation d'un Dadis relevait du domaine des rêves, c'est devenu une réalité. Donc il faut espérer que ceux qui ont eu le courage d'arriver à ce stade pourront poursuivre le processus. Et nous avons les garanties du ministère de la Justice et de son chef de département qui nous a assuré que le processus est irréversible. Irréversible dans la mesure où c'est enclenché. Et si c'est enclenché, il faut s'attendre à ce que tout le monde s'en approprie et qu'on arrive à mettre en place. T'inquiète pas. Moi, je vais vous donner l'exemple. Maître Sam Diomandia est là, il est avocat sénégalais. Mabassa Fall est là, il est le représentant permanent de la FIDH en Afrique. Ils savent un peu la spéculation financière qui s'était emparée des autorités lorsqu'il était question du procès de Hissène Habré. C'est-à-dire que c'est de bonne guerre. 60 milliards pour le procès, c'est tant mieux, mais les bailleurs de fonds sont regardants dans ce qu'il faut donner. Et nous pensons que si on demande 60 milliards pour en obtenir le juste nécessaire, c'est une très bonne chose. Et ce qui est certain, c'est qu'il y a des bailleurs de fonds qui sont prêts à accompagner la procédure jusqu'à la fin du procès. Nous avons tout à l'heure parlé des Américains, il y a l'Union européenne, mais il y a d'autres bailleurs de fonds encore qui sont disponibles. La preuve, c'est que nous, depuis 2010, on bénéficie de l'accompagnement de l'Union européenne, ne serait-ce que pour engager des plaidoyers et créer les conditions d'un accès des victimes aux juges en vue de leur permettre de faire leur déposition. Donc, si on a pu le faire aux organisations de la société civile que nous sommes, je ne vois pas pourquoi, quand il sera question de l'ouverture du procès, pourquoi les mêmes bailleurs de fonds ne vont pas s'engager, parce que leur détermination à nous accompagner démontre leur besoin de voir la justice se faire. Donc, ils ne vont pas aller jusqu'à un certain niveau et lâcher. Sinon, ce sera un effort inutile. Vous dites que le processus est irréversible, sauf que jusque maintenant, il y a encore des hauts commis de l'armée, notamment, qui occupent de hautes fonctions au sein de l'administration, sans compter qu'il y a encore d'autres inculpés qui ne sont pas en Guinée. Il s'agit en l'occurrence d'Adis Camara. Est-ce que vous avez une demande dans ce sens? Pour ce retour, bien entendu. Nous avons discuté de ça avec le garde des Sceaux lorsqu'il nous a accordé son audience. Et il nous a dit ceci. Le jour J, tous ceux qui sont encore de haut commis de l'État ne seront plus de haut commis de l'État parce qu'ils vont être démis. Et la jurisprudence d'ailleurs nous indique ça. Chaque fois que dans d'autres pays, un haut commis de l'État est éclaboussé dans une affaire, la première précaution qu'il prend, c'est de démissionner. Et s'il ne démissionne pas, on le démissionne. Nous espérons que la Guinée ne va pas faire exception. Lorsqu'il sera question du procès, ceux qui sont actuellement à de hauts postes de responsabilité vont être obligés, ou par une mesure prise par la justice, ou par une mesure administrative, de se démettre pour pouvoir répondre aux accusations qui sont portées contre eux.
quid du retour de Dadis? Dadis nous a dit qu'il veut revenir. Ce n'est pas nous qui allons empêcher Dadis de revenir, ce n'est pas la justice aussi qui va empêcher Dadis de revenir. Si déjà il a exprimé le souhait de participer, d'être présent à ce procès, on le prend au mot. Il suffit tout simplement de créer les conditions pour qu'il puisse venir répondre. D'accord. Il y a une autre question qui se pose. Il s'agit en l'occurrence du cas des charniers. Moi, avant-hier, je lisais un témoignage d'une recrue de la junte dans le nouveau livre polémique dénommé Mémoire collective, qui a expliqué le processus de comment est-ce que la junte est allée récupérer le corps à l'hôpital d'Onkal, notamment pour aller pas les jeter dans des postes nuitamment. Alors, cette question n'est toujours pas réglée. Cela ne vous inquiète pas? Est-ce que cela ne risque pas d'écorcher un peu le procès? En fait, si vous observez un peu, l'impératif d'avoir une justice nous impose de commencer par ce qui est facilement réalisable. Cela ne signifie pas que la question des fosses communes ou des disparus ne constitue pas une préoccupation pour nous. Mais c'est de manière progressive qu'on va avancer. Imaginez que jusqu'à présent, on est en train de faire le procès des nazis. Le tribunal de Nuremberg, c'était en quelle année? Dans les années 40, dans les années 50. Mais jusqu'à présent, on continue à traquer les nazis. Jusque-là, quand même, la procédure a été clôturée. Quelle procédure? La procédure de l'enquête. Le dossier a été renvoyé devant les juges. Oui, mais ça ne veut pas dire que c'est la fin de la poursuite contre les présumés auteurs. Aussi longtemps qu'on en découvrira, ils passeront devant les tribunaux. Non, là je parle des fosses communes. Est-ce que si cela n'est pas versé dans le dossier, comment est-ce qu'on pourrait se pencher sur Oui, mais ça ne veut pas dire que c'est clos. C'est-à-dire que les fosses communes peuvent constituer aussi un sujet de droit qui va être soulevé plus tard. Donc pour le moment, ce n'est pas une priorité pour Non, on ne dit pas que ce n'est pas une priorité. L'idéal serait qu'on le fasse. Mais imaginez un peu l'identification de ces fosses communes, l'identification de ces ossements. Ça, c'est des spécialistes et c'est beaucoup de ressources. Oui, mais entre l'impératif de rechercher les disparus maintenant et de préparer le procès pour les personnes qui sont déjà présumées être responsables de ces crimes. Quel est l'impératif le plus important? C'est le financement du procès actuel ou c'est le financement... Est-ce que cela ne devrait pas être inclus dans ces financements, dans ces fonds? Mais nous n'avons pas les ressources. Cheikh Sako nous disait, je crois il y a un an, qu'il s'est même rendu au Mali pour prendre un peu de l'expérience allant dans le sens de ces forces communes, comment identifier ces portés disparus, ainsi de suite. Il a même parlé de l'appui des Nations Unies. Cela ne signifie pas qu'ils vont automatiquement commencer le travail. C'est une question de compétence, de technicité et de ressources. Si maintenant les bailleurs de fonds sont prêts à nous accompagner pour les questions liées aux autres crimes commis, on espère aussi que ce procès va créer les conditions pour aller au-delà et suivre l'étape relative aux disparus. L'idéal aurait été qu'on le fasse en même temps. Mais entre deux mots, qu'est-ce qu'il faut choisir? Vous défendez les victimes, vous n'avez qu'une exigence dans ce sens? Notre exigence s'arrêtera là où les possibilités sont établies. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir l'ambition de demander quelque chose d'irréalisable dans un temps très bref. Mais ça ne veut pas dire qu'on va abandonner. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on va poursuivre. Vous savez, le défenseur des droits de l'homme a une perception qui ressemble un peu au principe du verre à moitié plein et du verre à moitié vide. Quand les uns estiment qu'il est déjà à moitié plein et s'en contentent, nous nous posons la question de savoir pourquoi il n'est pas entièrement plein. Donc c'est dire que c'est quelque chose que nous allons poursuivre. Si on obtient cette étape-là aujourd'hui, on franchit cette étape aujourd'hui, demain on aimerait aller au-delà de cette étape. Donc c'est toujours un challenge qui se pose à nous. Les disparus ne sont pas oubliés. D'accord.